Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Un plaisir d'être de nouveau avec vous. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, je reçois Sheran Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. La danse est une façon de prendre la parole sur des sujets de société. Je peux parler de n'importe quel sujet avec des mouvements de danse, affirme-t-elle. Artiste observatrice du monde, elle a un parcours professionnel, une démarche de transmission et une spiritualité inspirante. Sheran Jean-Paul Figaro, bonjour. Bonjour Marjorie. Bienvenue à Vivement des femmes. Merci pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Alors, déjà en début d'émission, nous avons une surprise pour vous. D'accord. Nous avons demandé à une personne qui vous connaît et qui a accepté de vous présenter. OK. D'accord. On va voir ça. Et moi, je dois dire que cette personne, c'est une femme que j'admire beaucoup et qui a une inspiration débordante pour écrire des livres sur des sujets qui nous font avancer dans notre humanité. Alors, sans plus tarder, il s'agit de Marthe Saint-Laurent. Marthe! Voilà! Bonjour Marthe! Bonjour Marjorie, bonjour Sheran. Bonjour Marthe! Donc, Marthe, qui est une autrice prolifique, hein, donc je veux le dire parce que c'est quand même, tu as plusieurs livres à ton actif. Et comme je disais au début, vraiment des sujets qui nous font réfléchir, qui nous font avancer dans la vie. D'abord, Marthe, avant de présenter Sheran, j'aimerais d'abord savoir comment que tu vas. Ben, écoute, je vais très bien. Bon, comme tu le sais, je suis maintenant dans le bas du fleuve Saint-Laurent, dans le bas Saint-Laurent, donc avec mon mari Bruno. Et puis, bon, ça fait bientôt 1 an et demi. Et ben, je suis très, très heureuse et je ne regrette pas mon choix, même si parfois la culture de Montréal me manque, Oui. mais on a vraiment de très, très beaux et très bons artistes dans le bas du fleuve, à Rimouski précisément. Donc, écoute, je vais très bien. Je suis dans la contemplation, je suis dans la détente, je prends le temps de vivre ce que j'ai rarement fait dans ma vie. Ah oui. Donc, voilà, je me dépose et puis j'ai plus d'inspiration et beaucoup plus de temps pour écrire mes ouvrages et penser à moi. Exactement. Je ne veux pas vendre le punch, mais je pense que tu as un dernier bébé qui est pas encore sorti, je crois. Hein? Non, effectivement, faut pas trop le vendre, le punch. Voilà, exactement. Et, ce que je peux dire, c'est que c'est un guide de pratique que Mhm. j'ai remis à mon éditrice à la fin du mois de septembre et il sera en librairie à la fin, en fait, précisément le 26 mars 2024. Oui. Et c'est un guide pratique pour les femmes. Donc, Mhm. je reprends en fait ma mission qui est de parler pour et au nom des femmes. Alors ça me plaît énormément. Ouais, Alors, ce sera génial. mon 22e ouvrage, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, donc on t'a invité à présenter Sheran. D'abord, je veux savoir aussi pourquoi tu as voulu que notre regard se pose sur Sheran Jean-Paul Figaro. Parce que pour moi, au début de l'émission, Marjorie, tu me disais que tu trouvais que j'étais une femme d'inspiration. Bien, moi, j'ai trouvé ça en toi, mais j'ai Oui. trouvé ça aussi en Sheran. Mhm. Parce que, en plus de ce que je fais dans la région, en fait, je me suis inscrite à un certificat à l'UQAR, Oui. l'Université du Québec à Rimouski, en création artistique. Et là, je rencontre des artistes absolument extraordinaires et je dois dire que Sheran Mhm. a capté mon attention, a capté mon regard d'être humain et d'artiste également. Pour moi, Sheran, c'est une femme extraordinaire et très inspirante. De par son parcours, hein, faut Oui. quand même pas oublier que Sheran était comptable et qu'elle a tout
tout tasser pour se donner à sa passion, qui est chorégraphe et aussi la danse. Et pour moi, ça demande énormément de courage. Mhm. Et je pense que justement, les femmes d'inspiration sont avant tout des femmes courageuses qui sont capables, en fait, de dire non à une sécurité, de dire non à du connu Oui. pour aller vers leur passion, là où leur cœur, en fait, les mène. Mhm. Et pour moi, Chiran, c'est une femme, en fait, avec un regard extrêmement profond, touchant. Tu vois son âme à Oui. travers son regard. C'est toujours un ton et des mots bienveillants. Mhm. Elle est extrêmement calme et même dans ses interventions à l'université, tu vois, elle est vue comme la sage du cours. Ah oui. Gérante, quand elle parle, c'est posé, tu vois, elle est très et c'est profond, donc c'est jamais parler pour parler ou Mhm. poser une question pour se rendre intéressante, pas du tout. C'est toujours on se dit ah oui, mais c'est ça que je ressens. Donc tu sais, Gérante, elle prend la parole un peu de tout le monde. C'est comme elle a des antennes, elle sent, elle sent ce qu'on ressent. Et Mhm. moi, je trouve ça extraordinaire et je me suis dit si j'avais mon émission, parce que je pense encore comme ça, Oui, je me bien dis, sûr. si j'avais Tu- mon émission, mais j'inviterais Chiran. Oui. En Donc, effet, tu as hein, eu l'émission Terre de femmes qui a oui. précédé Vivement les femmes. Ouais. Donc, veux pas, je suis toujours un peu très, très allumée à des femmes d'inspiration, à des femmes qui ont apporté quelque chose dans la société, Oui. euh, en fait, qui inspirent les autres femmes. Donc, pour moi, Chiran, c'est ça. C'est une femme qui est inspirante C'est- par son parcours, pas Oui. seulement dans ses mots, pas seulement dans sa façon d'être, mais par les choix qu'elle a fait dans sa vie. Bien sûr. Quelle belle présentation, Marthe. Merci, mais avant que tu nous quittes, je veux d'abord demander à Chiran la surprise d'être présentée par Marthe. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben, ben, je me sens comme remplie de gratitude de recevoir ces mots-là qui me présentent. Des fois, on n'a pas l'impression de participer à la Mhm. société d'une certaine façon ou d'avoir d'être dans un groupe d'une certaine façon, Oui. d'être dans une relation interpersonnelle. Donc, écouter ça, c'est comme, oh, wow. C'est, en tout cas, je reçois ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup Oui. d'ouverture, beaucoup d'amour. Puis, Oui. venant de Marthe, c'est, wow. Alors, Merci, Marthe. Marthe, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter Chiran et à très bientôt. Oui, à bientôt, Marjorie. Au revoir, Chiran. Au revoir, Marthe. À bientôt. À bientôt. Je poursuis ma discussion avec Chiran Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. Alors, Chiran, j'aimerais, pour un peu connaître la femme que vous êtes, me raconter un peu aussi votre parcours d'immigration. Euh, comment que ça s'est fait? Oui, ben, je peux dire d'abord, c'est un parcours d'immigration. Vraiment, quand je regarde ça, c'est sans égratignure. Oui. Déjà, je pense que c'est beaucoup ça qui revient quand je pense à ce parcours-là et quand je constate et que je regarde comment d'autres personnes ont vécu des parcours d'immigration. Pour nous, bon, je dis nous parce que je suis arrivée ici avec mon mari puis ma fille à l'époque qui avait 2 ans. OK. C'est un choix qui a été fait comme un peu quelques mois avant que j'aille faire des études aux États-Unis. C'est comme, OK, on applique pour la résidence canadienne. Et l'idée, c'est, comme je pense beaucoup d'Haïtiens, c'est comme d'avoir une autre option si toutefois on doit se déplacer Oui. ou bien pour les enfants, s'il y a quelque chose.
Donc, la décision a été prise comme ça, juste par rapport à comme le fait d'avoir une autre option. Et ensuite, j'ai voyagé, j'ai été aux États-Unis, précisément dans l'État du Kansas avec la petite famille. Ma fille était déjà née, donc là, on a comme le processus a pris le temps que ça a dû prendre. Oui. Puis nous, quand on a eu la réponse définitive, qu'on était accepté, puis tous les tests, etc., qu'on a dû faire. Et puis on est venu, on a attendu, je pense, la dernière date là pour dire OK, on fait le voyage. Et quand on est arrivé, c'était comme on reste là pour peut-être 5 ans ou quelque chose. Mais finalement, on a fait le choix vraiment conscient et sans urgence de rester. Et quand on a fait savoir ça à nos parents en Haïti, ils ont dit « Ah, OK, d'accord, c'est votre choix. De toute façon, vous êtes comme vous êtes une famille, comme vous formez une petite famille vous-même. Donc, c'est mieux pour vous. » Donc, on est resté. Et dès qu'on est arrivé, on a trouvé une garderie, je pense, au bout de 2 ou 3 semaines pour ma fille. Okay. Et puis ensuite, on a trouvé un petit boulot. J'ai trouvé un petit boulot dans un centre d'appel. Donc, mon mari également. Et puis, c'était ça pour nous. C'était comme déjà découvrir pour voir ce qui était possible. Et je me souviens, ce qui était important pour nous, et même pour mon mari, quand on a été aux États-Unis, c'était on s'attachait à rien. Donc, lui, il était journaliste en Haïti, précisément à Port-au-Prince. Puis, quand il me disait, OK, il m'accompagnait dans mes études aux États-Unis, j'ai dit, mais tu seras plus la personne, le journaliste que tout le monde veut rencontrer. C'est ça. Puis, il dit, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est être avec ma famille. Oh, wow. Et quand on est arrivé ici, moi, on était aussi dans cette même réflexion par rapport aux études qu'on avait déjà faites, par rapport à notre statut social, disons, des fois, auquel on accorde beaucoup d'importance dans notre société. Donc, pour nous, c'était être là, puis qu'est-ce qu'on peut faire? On est appelé ici pour faire quoi? Et pour ma fille, ça a été comme une bonne... Oui, elle était petite, mais quand même petite, arrivée en première année, parce que quand on a déménagé à Laval, de la ville Saint-Laurent à Laval, elle était en première année la seule petite fille noire. Donc, c'est quelque chose dont elle nous parle encore de comment qu'elle avait vécu ça, mais avec des mots d'enfant à l'époque, quand elle nous disait ça, puis aujourd'hui, quand elle en parle encore, ça a été des constats, ça a été des... il y a pas d'autres qui me ressemblent dans la classe, mais sans pour autant avoir subi des situations désastreuses, oppressantes. Puis pour moi aussi, ça a été ça. Et je pense qu'au fur et à mesure de mon parcours ici, j'étais comme... À un moment donné, je me suis rendu compte que j'acceptais vraiment le fait de ne pas être en Haïti. Parce que je me disais, ça arrive beaucoup, même dans des chansons en Haïti, que tu as l'impression qu'il y a un rêve que les immigrants chérissent. Et des fois, ça peut passer comme 30 ans, puis ils ne retournent pas en Haïti, mais ils ont ce rêve-là. Exactement. Puis des fois, je me dis, j'aurais pas aimé vivre avec un rêve qui, pour moi, plus je vieillis, plus je vois que c'est loin. Il faut que j'accepte et je comprenne pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai pris la décision, parce que personne ne m'a forcé. C'est pas quelque chose de politique, c'est rien qui m'a forcé à venir ici. Et au fur et à mesure, je me suis dit, il y a quelque chose, pour moi, il y a une mission pour chaque personne dans la vie et on ne décide pas du lieu où on va devoir œuvrer. D'accord. Et je me suis dit, je pense que c'est plus ça que je dois comprendre, c'est quoi cette mission-là et pourquoi ce choix de venir ici puis d'être au Québec. Et de rencontrer des gens que je me dis, mais ces gens-là ont tellement une incidence et une importance dans mon parcours. Je les aurais pas rencontrés à Port-au-Prince. Non, c'est sûr. Donc, oui. C'est sûr. Mais vous avez une belle façon de voir les choses. Et puis, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de nous raconter, c'est le fait qu'il y a toutes sortes d'immigrations. Hein. Puis le vôtre, vous avez été privilégié d'avoir pu faire un choix, puis que ça a été quand même assez tranquille et que c'est un choix bien intégré par les membres de la famille. Donc, ça, c'est intéressant parce que, puis comme on le sait, il y a d'autres types d'immigration qui est beaucoup plus,
beaucoup plus douloureux Oui. à faire. Donc, Sheran, avec tout ça, vous avez étudié en comptabilité, vous avez une maîtrise en administration, puis vous avez fait un virage à 180 degrés. Vous vous consacrez entièrement à la danse, puis on sait que la danse, c'est le parent pauvre aussi des arts vivants. Qu'est-ce qui vous est passé à l'esprit avec ça? Ouais, c'est... Je pense que quand je suis arrivée au Québec, oui, la danse était déjà là dans ma vie parce que quand j'ai commencé à prendre des cours, c'était comme, OK, je prends des cours de danse. Quand je continuais mes études pour aller comme à l'université, OK, je vais étudier les sciences comptables. OK, d'accord, mais la danse, j'ai dit, OK, je continue avec la danse. J'ai commencé à travailler dans un cabinet comptable comme de 8 heures le matin jusqu'à 4h30 ou 5 heures. Des fois, on restait comme plus tard. Donc, le tailleur, comme habillé de façon vraiment protocolaire, la grosse mallette. Oui, la grosse mallette des comptables. Ouais. Mais après, dans l'après-midi, c'était comme, OK, enlevez tout ça, mettez tes collants, puis on y va, puis avec le son du tambour, puis c'est ça que je sentais que je vibrais là. Ouais. Puis là, quand je suis arrivée ici au Québec, c'était comme comment je fais pour garder cette danse-là dans ma vie. Mm-hmm. Et je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore la place que ça allait prendre. J'ai l'impression que quelque part dans ma tête, je me disais, mais peut-être que ça sera comme c'était en Haïti. Ça veut dire que je vais travailler, puis je danse comme en soirée ou bien en fin de semaine. Et j'ai commencé à le faire de cette façon-là. Et quand, après, j'ai commencé à enseigner, l'idée pour moi, c'était comme, je veux que mes enfants puissent connaître aussi, être en contact avec cet héritage. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé à enseigner aux enfants, mais c'était comme toujours à côté. Puis à un moment donné, je pense que mon cheminement aussi par rapport à la spiritualité m'a mis en face de ce que j'appelle beaucoup la symbolique de ce que je suis en train de faire dans la danse. Pourquoi tel rythme? Pourquoi tel concept au niveau de la création? Et qu'est-ce que ça représente? Et de plus en plus, j'ai l'impression, le fait peut-être pour moi de ne pas d'avoir immigré, ça fait qu'il y a un rapport avec le pays natal qui devient, qu'on questionne peut-être beaucoup plus pour dire, OK, c'est comment que je continue de m'identifier par rapport à cet héritage-là et sans folklore. Oui, je comprends. Et je pense que c'est plus ce genre de réflexion-là qui m'a mise à considérer que ce que je fais touche beaucoup plus mon être que ce que j'aurais cru. Et au fur et à mesure, c'était comment je peux... C'est comme me donner une chance pour le vivre de façon comme vraiment pleinement. Pleinement, je comprends. Et avec des réflexions déjà au niveau financier, c'est comme, OK, ça va pas payer grand-chose. Comment que la famille va trouver ça, va prendre ça, etc. Mais en même temps, je sentais que ma raison d'être sur la Terre passait aussi par cette acceptation de ce cheminement qui était un cheminement en danse et comme artistique. Oui, avec des défis qui allaient se poser, mais je sentais que c'était ça la chose à faire. Et je sentais aussi que laisser cette sécurité financière aurait comme bousculé beaucoup de choses et qui avait malgré tout pour moi un apprentissage là-dedans. Et quand j'ai pris cette décision-là, j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, bon, voilà ce qui me passe. C'était comme pendant 2019. C'était vraiment présent, très présent dans mes réflexions. Et puis là, il me disait que c'est vraiment à toi de voir comment tu le sens, comment comment ça. Et puis pour la suite, quand j'ai pris la décision fin 2019, je me suis dit, bon, OK, je me lance, mais sans un plan trop détaillé de savoir comment que ça allait se faire. Exactement. Et puis là, j'ai plongé en début 2020. OK.
Toujours en compagnie de Sheran Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. Déjà, quel beau parcours, vraiment, Sheran. Et puis, on sent beaucoup toute cette spiritualité qui sous-tend un peu votre démarche. J'aimerais ça aller un peu plus loin. Alors, vous avez créé Auré Danse, qui est votre compagnie de danse. Et vous avez aussi créé Essence, qui est un concept Oui, une technique. Oui, une technique, un mouvement, au fait que j'essaie de vraiment voir c'est quoi le meilleur terme. Parce qu'au tout début, je disais technique. Oui. Puis je pense que dans plusieurs écrits, c'est encore écrit technique, mais je me rends compte que c'est un peu plus que ça. C'est ça. Puis moi, ce que je vois, c'est que les sujets que vous avez abordés font beaucoup référence au passage, à la mémoire des lieux et des corps. Puis, comme vous enseignez la danse traditionnelle haïtienne à travers tout ça, c'est comment vous intégrez cette mémoire des lieux et du corps. Je sais pas, c'est sûr que ça se démontre plus en danse que ça s'explique, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, cette mémoire des lieux, cette mémoire des corps, je l'aborde beaucoup en me questionnant et en faisant la recherche sur les danses en tant que telles, les différents rythmes. Comme, disons, si je prends le rythme Igbo, c'est un rythme qui vient d'un peuple qui s'appelle Igbo du Nigeria. Donc, pour moi, c'est déjà se questionner sur d'où nous est venu ce rythme-là, cette danse-là, pourquoi les gens dansaient de cette façon, là, et c'était quoi le contexte. Donc, pour moi, c'est une mémoire vers laquelle je me retourne, et par l'histoire de la colonisation, l'esclavage qui a eu lieu en Haïti, qu'on appelait à l'époque Hispaniola puis Saint-Domingue. Et ces personnes, ces Africains de différents groupes ont été amenés et ont gardé aussi en mémoire leur façon de voir le monde, leur spiritualité, leur chant, leur conte, etc. Donc, pour moi, il y a encore cette notion de mémoire qui a été gardée grâce à la résistance des peuples qui étaient pris et opprimés par l'esclavage. Et maintenant, une fois que je regarde, j'aborde la danse puis le rythme de cette façon-là, je me dis maintenant, moi, dans mon corps, quelle trace que je peux trouver de ce qui a existé dans mon corps, déjà de ce qui a existé dans ma famille, dans mon corps, de ce qui, des lieux qui m'ont vu naître, qu'est-ce qu'il y a, peut-être pas comment, parce que je suis beaucoup plus dans la réflexion de qu'est-ce qu'il y a de ces lieux-là dans mon corps. Qu'est-ce qu'il y a de ces lieux, si quelqu'un a vécu beaucoup plus comme proche de la mer ou beaucoup plus proche des montagnes, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et maintenant, quand je ramène ça de façon encore plus proche de moi, c'est, par exemple, aujourd'hui, je suis à Laval. Je suis à Laval. Comment les lieux, ce territoire-là, comment qu'il parle? Qui est-ce qui a marché ces lieux avant moi? Et maintenant, c'est essayer peut-être d'être en résonance ou de comprendre, d'écouter, d'aller à la rencontre des gens qui ont plus d'histoire sur le territoire et voir maintenant comment ces lieux me parlent dans mon corps et avec le bagage en danse, à quoi ça fait référence, à quel rythme que je sens si je suis, disons, à Fabreville, si je suis à Vimont, qu'est-ce qui me vient si je vais, disons, je m'en vais à Repentigny, qu'est-ce qui va me venir parce qu'il y a déjà des mémoires dans ces lieux-là. Donc, je pense que c'est beaucoup une approche de cette façon qui, oui, dans la formation, j'en parle et dans la création, j'essaie aussi de faire les liens dépendamment des sujets que j'aborde. OK. Vous faites aussi de la médiation culturelle de danse. Comment les jeunes reçoivent-ils votre contenu? Ils reçoivent ça
je pense avec beaucoup d'ouverture, la chose que j'essaie de faire beaucoup, c'est de créer un lien entre ceux qui connaissent déjà dans leur quotidien, puis s'ils ne sont pas d'origine haïtienne, mais qu'est-ce qui fait du sens pour eux par rapport à l'histoire que je vais raconter. Comme j'ai fait un atelier par enfant à Laval, cette année, le sujet, c'était la mer, mais la chanson, la comptine que j'avais utilisée, c'est une comptine haïtienne. Maintenant, faire les liens c'est en créole, mais maintenant, il y a des mots, il y a les gestes pour dire, OK, qu'est-ce qu'on trouve à la mer? Quelle chose est tombée à la mer? On va chercher ça à la mer. Donc, pour eux, maintenant, ça a été comme, je leur demandais, c'est quoi donnez-moi des exemples de ce qui peut tomber à la mer. Donc là, c'est comme un lien. Oui, c'est pas la mer des Caraïbes, mais quand ils vont en vacances, ou bien que je parle de l'eau, ou bien que je parle de la rivière. Donc, pour moi, c'est toujours de trouver comment faire que ça soit pertinent pour les jeunes, pour les moins jeunes, quand j'aborde des sujets qui sont très ancrés. Puis qu'ils puissent bien l'intégrer. Oui, c'est ça. Oui. Sheran, grâce à votre art, quelle richesse vous décelez dans le corps vieillissant? Qu'est-ce que vous pouvez au moins nous dire là-dessus? Oui. Ben moi, je vois qu'il y a une grande leçon d'acceptation. Parce que les danses traditionnelles, c'est très, très demandant. Et je trouve qu'il y a toujours une façon de faire les mouvements, de les exécuter, parce que de toute façon, ces danses-là viennent des communautés et ont toujours été dansées par les plus jeunes et les moins jeunes. Donc, les femmes, les jeunes filles, etc. Donc, je pense qu'il y a toujours une façon d'habiter son corps par des mouvements, parce qu'on n'est pas nécessairement dans la performance. Et l'exécution, en écoutant ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, mais on trouve une façon de le faire. Pour moi, c'est beaucoup l'acceptation de ce qui se passe dans le corps. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Sheran Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. Sheran, une de vos créations, votre spectacle Yanni, est pour explorer les réactions face à la maladie. Quelle est votre réflexion sur la maladie? Ah, wow! Que c'est un état. Et je me souviens quand cette idée m'est venue, c'était... il y avait beaucoup... alors, le sujet dans la société, c'était par rapport à l'aide médicale à mourir. Et ça me mettait beaucoup dans une profonde réflexion, presque une méditation, parce que ce qui me revenait, c'était mes grands-parents quand ils sont décédés, comment mes parents l'avaient vécu. Et surtout, j'ai une cousine, une petite cousine, qui est décédée. Puis je me souviens, c'est mon oncle, qui est aussi mon parrain, qui disait, même si le médecin lui disait qu'il n'y a plus d'espoir pour ta fille, quel que soit le médicament acheté, il va l'acheter. Il ne considère pas que c'est un argent perdu, il va l'acheter parce que c'est pour la soulager. Et puis après, c'était pour moi toute cette réflexion, pourquoi on tient à la vie, pourquoi on ne tient pas à la vie, pourquoi... Est-ce que si au niveau du mental, on fait beaucoup de méditation, est-ce que ça peut aider vraiment au niveau du physique? Comment moi, dans mon corps, j'accepte que quelque chose ne fonctionne pas?
Et je pense que moi, pour le fait d'avoir des états de trucs qui ne fonctionnent pas dans mon corps présentement, ça me met encore plus à penser que non seulement c'est un état, mais aussi il y a un message là-dedans. Et le message, c'est difficile à le comprendre. Oui. Et des fois, on ne sait plus comment faire silence pour comprendre le message. Donc, quand je me suis embarquée dans cette réflexion-là, ça a donné ce que ça a donné au niveau du spectacle. Oui. Mais c'est sûr que ces réflexions m'habitent encore et surtout encore plus ces derniers temps avec ce que je dois gérer, moi, pour ma part, pour ma santé. Oui, je comprends. J'ai regardé, j'ai pas vu un spectacle, comme on dit, en présentiel, live de vous, mais lorsque j'ai regardé ce qui était déjà sur l'Internet, on sent que vous êtes touché par la grâce. Puis on sent quelque chose quand même de profond. Et depuis le début de notre émission aussi, en tout cas quelque chose de très réfléchi lorsque vous avez quelque chose, une création à faire. Donc, j'aimerais maintenant vous poser la question, quelle place prend la spiritualité ou la foi dans votre vie? La spiritualité prend beaucoup de place et de plus en plus de place. Et je trouve qu'au final, ça devient... C'est comme ma vie et ma spiritualité, c'est comme si c'est la même chose maintenant. Oui. J'aime faire des petits coins hôtels, surtout dans mon bureau, où il y a des moments où j'ai besoin de me recueillir dans certains points. Mais sinon, je ne sens plus qu'il y a un espace extérieur comme soit à l'église ou bien un temple ou bien où je dois être pour que ça existe, parce que j'ai déjà connu ce rapport-là et là, je le vis beaucoup plus comme quelque chose comme la spiritualité est là, présente, et elle m'informe sur non seulement la personne que je suis, mais sur les différents pas que je dois prendre que je dois faire aussi dans ma vie, au niveau de ma sensibilité par rapport aux énergies, le rapport avec les couleurs, le rapport avec les espaces, donc avec la nature. Donc pour moi, ça devient quelque chose de toujours présent. Oui. Et je me souviens, à un moment donné, je me demandais, est-ce que je dois laisser ça paraître dans mon art? Est-ce que les gens, ils ne seront pas comme tannés ou bien pas intéressés d'être en contact avec quelque chose qui parle de spiritualité? Puis au final, je me suis dit, si ça fait partie de moi, je n'ai pas envie d'être la Sheran qui crée, puis la Sheran qui, je ne sais pas, fait à manger. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est comme comment trouver un alignement pour le tout. Et là, je l'accepte vraiment que, oui, je parle de la spiritualité et j'ai pas de problème à vraiment l'affirmer, à l'assumer dans mon art également. Ça fait partie de vous. Oui. Vous avez mentionné que vous avez un peu plus de difficultés ces jours-ci. C'est quelque chose aussi qui vous aide à passer à travers? Oui, en effet. En effet, c'est ça, le fait de ne pas s'apitoyer, de plus essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et faire un peu de silence et voir la vie comme une transformation. Oui. Sheran, la transmission est importante pour vous. On le sent aussi dans votre création, c'est-à-dire ce devoir de mémoire,
des ancêtres en tant qu'afro-descendants. Donc, maintenant, j'ose vous poser la question, comme dans votre famille, chez vos élèves, est-ce que vous avez repéré quelqu'un qui saura faire perdurer les bases traditionnelles de la danse haïtienne ou même de la technique essence? Je peux dire que je sens qu'il y a cette ouverture d'accueillir l'information. Mm-hmm. Mes élèves ne sont pas nécessairement ne sont pas dans ce cheminement d'aller enseigner la danse. Oui. La plupart viennent parce que elles veulent reconnecter avec leurs racines. Okay. Parce que je pose la question beaucoup, surtout au début de la session, on fait un cercle pour savoir c'est quoi les attentes, pourquoi vous voulez venir ici à chaque semaine, puis travailler, etc. Donc, je peux dire que je pense que même si c'est pas au niveau de la danse, mais la transmission peut se faire quand même par rapport aux informations qui sont partagées. Et par rapport aux danses traditionnelles, il y a une interprète ça fait un petit bout là, vraiment plusieurs années, qu'elle travaille avec moi, qu'elle enseigne aussi à Montréal. Il y a ma fille qui danse avec moi aussi dans la compagnie, qui a, je pense, peut-être en 2021, qui avait commencé à enseigner aux enfants parce que j'avais comme réouvert les cours pour enfants. Et j'ai l'impression que la transmission, on peut toujours la porter. Alors, pas la porter, on peut toujours porter l'information et la transmettre d'une certaine façon, pas nécessairement en danse, mais ça me ferait comme vraiment plaisir de voir que ça continue, parce que si c'est arrivé à moi, c'est parce qu'il y a d'autres avant moi qui l'ont gardé, qui l'ont transmis. Et moi, je souhaite vraiment que ça puisse continuer à se transmettre. Et la danse dans tout ce qu'elle comporte également, que ce soit la connaissance au niveau des tambours, que ce soit la connaissance au niveau des costumes, puis la culture en général. Comprendre l'héritage et non pas juste l'utiliser parce qu'il y a une soirée de danse puis on demande de venir danser, mais c'est quoi cet héritage-là? Pourquoi on mange comme on mange en Haïti? Pourquoi les plats veulent dire quoi? Donc, comment qu'on fait l'agriculture, notre rapport avec la lune. Donc, je pense que tout ça fait partie de cette culture-là et la garder vivante, ça passe beaucoup par la transmission, en effet. Puis, alors, comment que ça fonctionne pour le bénéfice des auditeurs et auditrices? Alors, est-ce que quelqu'un qui a jamais fait de danse pourrait venir prendre des cours chez vous? Oui, présentement à Laval, surtout, c'est un cours qui est comme pour tout le monde que t'aies déjà dansé ou pas. Ah oui. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que je fais ce cours-là. Et je suis toujours très émerveillée de voir comment moi, comme prof de danse dans ce contexte, apprends beaucoup de choses également, parce que des mouvements qu'on peut penser qui sont évidents à faire, quand on a à répondre à des questions du groupe ou à corriger, mais il faut à chaque fois que je trouve c'est quoi la meilleure chose à dire pour corriger, parce que la personne ne voit pas le mouvement qu'elle fait tant que ça. Elle le sent, puis là, pour corriger, c'est comme trouver à chaque fois la meilleure métaphore, trouver à chaque fois la meilleure approche. Donc, les gens, en effet, c'est qui n'ont pas encore dansé, qui dansaient, ça fait longtemps, puis qui veulent retourner à la danse. Donc, je pense que je suis vraiment j'aime vraiment ce contexte-là pour l'instant. Pour l'instant, OK. Oui, puis ça se donne à votre école de danse est à Laval. Oui, c'est à Laval, mais j'ai des activités à Montréal aussi. Mais pour les cours, j'étais comme dans une réflexion par rapport au territoire aussi. Je me disais, ça ferait quoi de recommencer à enseigner à Laval, parce que je le faisais avant puis j'avais arrêté. Mais là, retourner à Laval, c'est comme aller en contact avec cette communauté lavalloise qui a différentes origines. Pour l'instant, c'est plus les personnes d'origine haïtienne qui viennent au cours, mais moi, c'est fou pour voir comment, qu'est-ce qui les habite au fait. C'est intéressant. Puis, vous êtes dans le domaine de la danse. Est-ce que vous pensez que, alors pour vous, est-ce que vous pensez que au Québec, on peut faire carrière en danse?
Oui, on peut faire carrière en danse, mais je pense que le choix doit être fait de façon consciente. Oui. Je pense que c'est un changement de paradigme aussi par rapport à qu'est-ce qui est succès ou au niveau de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça, ce qu'on prend pour acquis ou pas. Mais je pense que c'est possible. C'est sûr que ça ne sera pas des millions. Oui. Puis là encore, ça dépend de comment qu'on veut s'orienter. Parce qu'il y a, par exemple, le commercial, si on est dans, je sais pas, il y a des gigs qui, ça paye très bien. Mais il y a d'autres choix aussi que par rapport à certaines valeurs que les gens peuvent faire. Et puis, ça apporte moins d'argent ou ça apporte moins de visibilité. Mais je pense que oui, la carrière est possible en danse au Québec. Au Québec, oui. Vous avez dit que avoir un regard différent est une façon de rester en mouvement dans un monde qui ne cesse de se transformer. Puis, est-ce que c'est uniquement vrai pour la danse ou c'est vrai pour toute autre chose? Je pense que c'est vrai pour toute autre chose ou beaucoup d'autres choses. Ouais. Moi, je le dis ainsi par rapport à la danse, comme je suis dans la danse, puis je pense que c'est ce qui me guide aussi, ou des fois est très présent dans ma façon d'aborder des sujets, que c'est pas que c'est un sujet comme novateur, mais c'est un sujet que je regarde d'une certaine façon, et peut-être que je l'aurais pas regardé de cette façon-là il y a 10 ans. Donc, je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, ce regard-là qui nous apprend des choses différentes dépendamment de là où on se place, de là où on est rendu sur notre chemin, et de ce qui crée, de ce qu'il y a dans l'environnement à chaque fois. Parce que même si, disons, nous, on ne se déplace pas, mais il y a d'autres choses qui bougent autour de nous. Donc, à chaque fois, il y a un contexte différent. Donc, je pense que on peut l'appliquer pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Votre clientèle est beaucoup plus féminine, je crois. Oui. OK. Selon vous, pourquoi est-ce que la transmission se fait beaucoup plus facilement entre les femmes? Je pense que je me pose aussi cette question-là, à savoir pourquoi il y a plus de femmes. C'est drôle, ce matin, j'étais à une rencontre, puis on parlait justement, il y a une personne qui disait, j'aimerais savoir pourquoi au Québec c'est comme ça, il y a plus de femmes. Puis quelqu'un d'autre avait dit, mais moi j'enseigne dans des écoles, puis j'ai beaucoup de gars dans les cours de danse. J'ai l'impression qu'il y a une décision qui est prise peut-être de façon inconsciente par rapport aux jeunes garçons ou bien aux hommes, qu'ils ne peuvent pas faire ce genre de danse, ou bien ils ne sont pas intéressés, ou bien ils trouvent que ça les rend vulnérables. Je suis encore très dans cette réflexion, à savoir pourquoi. Comme même mon fils qui dansait quand il était plus petit, à un moment donné, non, il veut plus... il bouge, mais il veut plus venir au cours. C'est ça. Parce que j'avais reçu il y a quelques mois pour les 50 ans de l'école Louise Lapierre. Puis ce constat a été aussi fait au sein de l'école. Même, bon, ils ont fait des actions pour amener des jeunes gars, mais c'est vraiment féminin. Oui. Peut-être par le choix des parents aussi qui vont là. Ou... Peut-être. Parce que peut-être qu'en effet, il y a des jeunes garçons qui voudraient, mais dans leur entourage, on leur dit que t'es un gars, puis c'est comme, tu peux pas faire ci, c'est comme, faut faire quelque chose qui je sais pas, qui paraît masculin, mais bon, c'est dommage. Vous avez parlé de vos enfants, donc vous en avez 2, la fille et le garçon. Donc, votre fille danse déjà à l'école. Est-ce que vous sentez déjà comme une transmission par laquelle elle prendrait aussi l'école en main? Oui, je sens que peut-être prendre en main, comme prendre la responsabilité, Pas encore. J'aimerais ça, mais je me dis, ça dépend d'elle comment, parce que c'est quand même
ce serait beaucoup aussi. Ça dépend vraiment d'elle, comment qu'elle sent qu'elle veut prendre en charge certaines choses. C'est sûr qu'elle, elle a ses rêves également par rapport à sa carrière en danse. Mais ce que j'aime vraiment constater, c'est comment qu'elle est consciente de ce que représente l'héritage à travers les danses haïtiennes, de ce que l'importance de nos traditions dans nos façons de faire, nos façons de danser, et aussi comment qu'elle, dans sa pratique de danse, peut garder ces danses traditionnelles vivantes et pertinentes parce qu'elle a été formée également en danse traditionnelle. Okay. Donc, puis surtout, dans le milieu ici au Québec, au niveau de la danse, ce sont des danses qui sont en général laissées de côté. Oui. Donc, il y a quand même un genre de combat aussi que je ne veux pas l'influencer là-dedans, mais j'en parle beaucoup à la maison. Ah oui. Et on a des discussions vraiment par rapport au milieu de la danse, au milieu professionnel, pour voir. Mais ce n'est pas juste ces danses traditionnelles haïtiennes. Il y a d'autres danses comme les danses traditionnelles, les danses autochtones, oui, bien sûr, ou d'autres types de danses qui sont comme mises de côté ou regardées de façon différente. Donc, alors que si on parle de vouloir décoloniser nos façons de faire, nos institutions de danse, mais il faut avoir ce regard-là aussi sur la valeur de toutes ces perspectives. Oui. De retour avec Sheran, Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. Alors, Sheran, j'aimerais maintenant qu'on parle du processus de création. Parce que vous nous avez parlé de cette inspiration qui vient des lieux, etc. Mais maintenant, comment qu'on crée un spectacle ou bien un style de danse? Ma façon de procéder, parce que quand je le constate, c'est que ça vient beaucoup par une question. Une question sur comme un questionnement que j'ai sur un sujet, ou bien c'est un questionnement qui peut m'amener vers une réponse, ou bien c'est un questionnement qui peut m'amener vers plusieurs choix de réponses. Oui. Et en général, quand ça m'amène vers plusieurs choix de réponses, je préfère aller dans ce sens-là pour que je ne me sente pas comme prise comme dans une boîte, à savoir que je travaille juste sur une seule chose. Et ce que je constate également, c'est que j'utilise au niveau de la référence non seulement la gestuelle des danses traditionnelles, puis je regarde toujours c'est quel type de danse, quel rythme, de par sa symbolique, m'aide dans ma réflexion sur tel sujet, sur le sujet que j'ai choisi. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je me dis après, pour moi c'est comme un canevas. Les danses traditionnelles nous donnent un canevas de mouvements, de gestuels. Et maintenant, pour moi, c'est aujourd'hui la façon dont je vais aborder ce sujet. Oui. Par rapport aux interprètes qui font partie de la création, qui supportent la création, quel mouvement va mieux traduire ce qui se développe? Et ce mouvement-là, il n'est pas obligé d'être exactement un mouvement de danse traditionnelle comme dans un canevas, mais c'est vraiment c'est quoi l'essence de ça? C'est quoi l'énergie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose de très dynamique? Est-ce que c'est quelque chose de plus doux? Maintenant, la musique puis le tambour, c'est ça, le rythme de référence par rapport à la danse, je l'identifie. Mais maintenant, une fois que c'est identifié, je peux décider de choisir des musiques qui n'ont pas nécessairement un tambour, mais je sais
c'est quoi que je cherche comme qualité de mouvement. Et après, c'est un processus qui se travaille aussi beaucoup avec les interprètes. Des fois, je peux proposer une structure de mouvement, une séquence. Et à partir de cette séquence-là, je leur dis, OK, maintenant, décloisonner tout ça, comme aller avec d'autres niveaux, aller avec d'autres types de vitesse, aller dans la lenteur. Donc, à partir de quelque chose que je propose. Ou bien, des fois, j'ai aucune idée. Puis maintenant, c'est au fur et à mesure qu'ils vont proposer dans l'improvisation, parce que j'aime aussi travailler avec l'improvisation. Et puis, il y a des choses qui vont se développer. Et moi, je cherche toujours comme un genre de ressenti que des fois, quand j'en parle, ça paraît un peu, des fois, on ne sait pas trop ce que Sheran veut, mais on pense qu'on a une idée, puis on avance là-dedans. Et puis moi, c'est au fur et à mesure que je dis, on va garder ça, puis on laisse ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est construit avec eux aussi. Vous parlez de tambour. Est-ce que vous jouez au tambour ou bien vous avez des gens qui jouent ou bien ce sont vraiment des musiques déjà enregistrées? Pour les créations, ça peut être musique enregistrée ou bien musique originale avec du tambour. Moi, j'ai commencé à prendre des cours de tambour cette année. Ah oui, OK. Mais sinon, je suis vraiment au début. Et c'est ça, pour la musique, les tambours, c'est comme la meilleure chose. Mais là, je travaille sur un solo, justement, où j'ai fait vraiment le choix de ne pas utiliser le tambour parce qu'il y a quelque chose de percussif que je veux regarder de façon plus profonde et je me dis, je veux comme me perdre un peu dans mon processus. Donc, pour moi, me perdre dans mon processus veut dire ne pas avoir des choses que je reconnais pour aller travailler autre chose. Donc, je suis là-dedans. Sheran, vous êtes sans aucun doute une femme d'inspiration. Donc, vous avez mis sur pied votre entreprise et tout ça. Puis, ce qu'on a pu comprendre aussi, vous avez, votre famille est très impliquée, votre conjoint a, disons, accepté, mais je veux dire, vous supporte là-dedans. Donc, quel est son apport dans tout ce que vous faites? Oh, mais c'est un apport qui est, je peux dire, qui est là. Dans le sens où il ne va pas questionner et re-questionner des choix. C'est une oreille. Puis puis c'est quelqu'un qui sait quand ça ne va pas que Sheran a besoin de son silence, de son espace. Et avec la pandémie, il y a eu beaucoup de moments où ça n'allait pas. Parce que quand j'ai laissé la job, c'était en janvier 2020. La pandémie a commencé en mars. Donc, ça fait que c'est comme, pourquoi j'ai pris cette décision? Moi, je me sentais très, très coupable. Et il n'y a pas une fois dans un échange, il y a eu un regard, donc, genre, pour que je me sente coupable. C'est moi qui me sentais coupable par rapport à cette décision-là. Mais lui, c'est comme... c'est comme un... Des fois, il y a un espace où on sait qu'on peut juste aller quelque part pour se sentir bien et qu'il n'y aura pas de jugement. Mais pour moi, le fait d'être travailleuse autonome, de partir mon entreprise, tout ça, cet espace-là, il est pour moi cet espace-là qui juge pas, qui questionne pas pour me... C'est extraordinaire, c'est un bon compagnon. Oui, pour que je me sente comme j'aurais pas dû, non. Il est là, il regarde. Rapidement, Sheran, est-ce que vous auriez changé quelque chose? Dans cette décision-là ou non? D'accord. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pas apprises. Oui. Alors, sur ces mots d'espoir et d'encouragement pour les autres femmes aussi, même d'aller dans un milieu où on sait que c'est difficile, mais vous êtes quand même là, vous avez créé la compagnie, cela fonctionne, il y a des femmes qui viennent vous voir. Alors ça, c'est seulement pour mon bénéfice. La Rive-Sud aussi serait prête à vous accueillir, Sheran. D'être sur la Rive-Nord aussi ou faire les deux. Donc voilà. Alors, Sheran, merci d'avoir accepté notre invitation et puis j'ai eu un beau moment avec vous. Un immense plaisir à vous interviewer. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. Ça a été une très belle entrevue, un bon moment ensemble.
Pour moi de même. Alors, je rappelle que mon invité est Sheran Jean-Paul Figaro, artiste en danse, chorégraphe et interprète. Ceci met fin à notre émission. Merci à notre équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore, qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.